Je prends aujourd'hui la plume pour relater une affaire si intimement liée au destin d'une jeune femme que je l'avais longtemps tenue à l'écart de mes récits habituels. Il s'agit d'un épisode que j'aurais volontiers laissé dormir dans mes carnets, si Sherlock Holmes lui-même ne m'avait un jour rappelé que la lumière est parfois la meilleure protection pour les innocents. Cette aventure, que j'ai choisi d'appeler l'affaire du coffre de Brackenridge Grange, se déroula à une époque où la réputation de mon ami était déjà solidement établie dans tout Londres. Je revois encore le matin où elle commença, un de ces matins gris de novembre où la brume roule sur la Tamise et se glisse jusque dans les rues de Baker Street. Holmes était assis dans son fauteuil habituel près du feu, le dos un peu courbé, le regard perdu vers la fenêtre où l'on ne distinguait guère que le contour vague des fiacres qui passaient. Une mince colonne de fumée montait de sa pipe, et je voyais à la tension de ses traits qui s'efforçait de chasser l'ennui qui le gagnait en l'absence d'énigmes dignes de son esprit. Pour ma part, je lisais distraitement un article médical, tout en songeant qu'un cas de simple rhumatisme valait mieux, parfois, qu'une inertie prolongée pour le moral d'un praticien. Docteur, il y a deux dames et un monsieur qui demandent à voir monsieur Holmes, et ils ont l'air dans un grand trouble. À ces mots de madame Hudson, Holmes se redressa aussitôt, et son regard prit cette vivacité particulière que j'avais appris à reconnaître comme le signe infaillible d'un intérêt éveillé. Je vous en prie, faites entrer nos visiteurs sans délai, Madame Hudson, car je distingue à votre voix que leur affaire ne relève pas d'une simple curiosité. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit sur un groupe qui contrastait étrangement avec le décor familier de notre salon enfumé. Il y avait d'abord une jeune femme d'une vingtaine d'années, grande, très pâle, dont les yeux clairs tressaient autant de détermination que d'épuisement. À son côté se tenait une personne plus âgée, au visage rougeaud et aux mains calleuses, qui portait la tenue modeste d'une gouvernante ou d'une intendante de campagne. Un peu en retrait venait un homme en uniforme civil de coupe militaire, à la moustache soignée, dont les épaules se tenaient encore comme sur le front d'une parade. Holmes se leva pour saluer la jeune femme avec une politesse exempte de toute affectation, tandis que je l'invitai à prendre place sur le fauteuil face au feu. Vous avez fait un long chemin pour venir jusqu'à Baker Street, mademoiselle, et je serais surpris que ce soit pour une broutille. Je vous écoute avec toute l'attention que réclame votre expression. Monsieur, je me nomme Alice Fairbairn, je viens de la propriété de Brackenridge Grange dans le Kent, et si je me trouve ici, c'est parce que ma liberté, ma fortune, et peut-être mon honneur sont entre les mains d'un homme qui se croit au commandement d'un régiment plutôt qu'à la tête d'une famille. Je remarquai que la voix de mademoiselle Fairbairn, malgré un tremblement perceptible, conservait une clarté d'articulation qui tressait une éducation soignée. Votre formulation laisse entendre la présence d'une autorité abusive. Mademoiselle Fairbairn, permettez-moi de supposer l'existence d'un parent ou d'un tuteur qui a porté trop loin le droit que lui donne la loi. Il s'agit de mon tuteur, et oncle par alliance, le colonel Edward Brackenridge, ancien officier des Indes, qui dirige mon existence avec la même dureté qu'il dirigeait ses hommes, et qui veut faire de moi la pièce maîtresse d'un plan dont j'ignore encore tous les détails, mais dont je sens qu'il m'emprisonne. La gouvernante, qui se tenait sur le bord de sa chaise, serra les mains sur son sac comme pour approuver silencieusement les paroles de sa jeune maîtresse. Elle vous dit vrai, monsieur, car le colonel traite la maison comme une caserne, et la demoiselle n'a plus sur son propre domaine la moindre liberté d'aller et venir comme il lui plaît. Holmes fit un signe aimable à la gouvernante, puis reporta toute son attention sur la jeune héritière. Vous n'êtes pas venu seul de Brackenridge Grange, mademoiselle, puisque ce gentleman porte la tenue d'un officier, me ferez-vous la grâce de me le présenter? Voici le capitaine Hugh Mallory, ancien subordonné du colonel Brackenridge. Il est lié malgré lui à ce qui se trame à la grange, et c'est moi qui l'ai supplié de m'accompagner à Londres, car sa conscience est enfin révoltée. Monsieur Holmes, je ne vous cacherai pas que j'ai eu plus de courage sur certains champs de bataille que dans cette affaire, et si je me trouve ici, c'est parce que je ne puis plus supporter la charge de ce que je sais. La franchise penaude de cet aveu me toucha davantage que l'assurance martiale que l'on rencontre trop souvent chez les hommes de son espèce. Je vous remercie de votre loyauté tardive, capitaine Mallory. Nous reviendrons à vous dans un instant, mais je dois d'abord entendre le récit précis de mademoiselle Fairbairn, car c'est d'elle que partent les ramifications de cette affaire. Je ferai de mon mieux pour être clair, monsieur, quoique tout ce qui s'est passé dans notre grange ressemble parfois dans mon esprit à un mauvais rêve, dont le colonel a su mêler le langage du devoir à celui de la loi. Mademoiselle Fairbairn prit une profonde inspiration, serrant un mouchoir entre ses doigts gantés,
Puis elle se lança dans un récit que je m'efforcerai de restituer ici avec toute la fidélité de ma mémoire. Depuis la mort de mes parents, je suis l'unique héritière de Brackenridge Grange et de quelques placements en ville. Or le testament m'a fait du colonel, non seulement mon tuteur, mais aussi l'administrateur de tous mes biens jusqu'à ma majorité complète ou mon mariage. Au début, il se montra strict mais juste, puis peu à peu il voulut régler jusqu'à l'heure de mes promenades, surveiller ma correspondance et décider des personnes que j'avais le droit de fréquenter, si bien que la maison prit des allures de camp de manœuvre. Il y a quelques mois, il m'a annoncé que pour ma sécurité et pour l'honneur de la famille, je devais accepter un mariage avec le capitaine Miley, qu'il présentait comme le plus loyal de ses anciens officiers, bien qu'il soit sans fortune. Je confesse, Monsieur Holmes, que je me suis laissé entraîner par la perspective d'une situation enfin stable, car mes revenus étaient bien maigres, mais je n'avais pas compris toute la portée du plan du colonel. Nous écouterons dans un instant votre propre version, capitaine. Je prie mademoiselle de poursuivre, car j'aperçois déjà les contours d'un dessin qui ne ment pas d'une certaine habileté. Le colonel a déclaré qu'un mariage célébré en grande pompe attirait les envieux et les chasseurs de dot. Il a donc proposé une forme d'engagement discret, presque clandestin, en attendant qu'on puisse organiser une cérémonie plus officielle. Il a choisi pour cela un lieu qui ne convenait ni au recueillement ni à la joie, à savoir notre grande grange de briques, qu'il a débarrassé de la plupart des outils pour y installer un coffre-fort massif, arrivé de Londres sur une charrette, et qu'il appelle son tambour de sécurité. À ces mots, Holmes releva légèrement la tête, et je vis briller dans ses yeux ce lointain éclat d'intérêt qui n'apparaissait que lorsque l'originalité d'un détail venait heurter sa logique. Un coffre-fort placé en plein milieu d'une grange, voilà déjà un trait qui ne manque pas de caractère. Je vous en prie, décrivez-moi la scène avec la plus grande précision possible. Par une soirée venteuse, le colonel m'a fait conduire à la grange avec le capitaine Miley, le régisseur, et un soi-disant clerc de notaire. Il y avait des lanternes suspendues aux poutres, et le coffre servait de table pour les papiers. On m'a lu des textes juridiques, dont je n'ai retenu que quelques expressions sur la communauté des biens et l'administration commune. Puis, on m'a fait signer une série de documents, tout en me répétant que c'était pour ma protection, et pour empêcher que des parents lointains ne s'emparent du domaine. Le capitaine a signé lui aussi, mais je voyais à son visage qu'il n'était pas plus à l'aise que moi. Et pourtant le colonel parlait d'une voix si dure et si assurée qu'il était difficile de lui résister. Il répétait que c'était une manœuvre nécessaire, que chaque bataille exigeait un plan, et que nous devions lui faire confiance comme autrefois ces hommes lui obéissaient. Mais mon cœur se serrait à chaque trait de plume. Je ne pus m'empêcher de donner raison au capitaine, car j'avais moi-même connu, sur d'autres terrains, l'autorité sèche de certains officiers. Après cette scène, le colonel a commencé à dire à certains domestiques que j'étais fiancée, puis presque mariée, au capitaine, sans qu'un pasteur ait jamais prononcé la moindre bénédiction. Il a exigé que mes titres, mes obligations et les bijoux de ma mère soient transférés dans le coffre de la grange au nom de notre prétendue nouvelle situation conjugale, et il m'a interdit de discuter la moindre de ces décisions. Je puis vous assurer, monsieur, qu'on nous a fait porter des coffres et des boîtes dans cette grange, et que le colonel ne permettait à personne d'approcher du coffre-fort une fois qu'il y avait enfermé ses trésors. Ce qui m'a décidé à venir vous voir, monsieur Holmes, c'est qu'il y a quelques jours, j'ai surpris un fragment de conversation où le colonel disait au capitaine qu'il pourrait très bien, le moment venu, défaire un engagement qui n'avait jamais été qu'une convenance, tandis que les biens, eux, resteraient sous une main ferme. Une rougeur de colère monta aux joues de la jeune femme, et je sentis en moi une indignation croissante contre ce colonel que je ne connaissais pas encore, mais dont l'ombre dominait déjà la pièce. Si je comprends bien, mademoiselle Fairbairn, vous redoutez que l'on vous ait fait signer des actes qui transfèrent votre fortune sans vous donner la sécurité d'un mariage réel, et que l'on puisse un jour vous laisser sans ressources ni statut. C'est exactement ce que je crains, monsieur, et j'ajoute que le colonel a parlé récemment de faire quelques changements dans les papiers à la suite d'un incident de la nuit dernière, incident qui m'a paru encore plus inquiétant. Un incident de la nuit dernière, voilà qui introduit une note fraîche dans le récit. Ce sont là les éléments que je goûte particulièrement. Expliquez-moi ce qui s'est produit. Vers minuit, la maison a été réveillée par des cris. Le colonel courait dans le couloir en disant que des voleurs s'en prenaient au coffre de la grange. Nous nous y sommes précipités, et nous avons trouvé la porte ouverte, le coffre marqué de coups de barre de fer, avec des éclats de peinture au sol.
Le colonel m'a accusé de négligence, puis a laissé entendre que certains auraient intérêt à simuler un cambriolage pour couvrir leur propre malversation, et j'ai vu à son regard qu'il était prêt à me désigner comme l'auteur de toute cette comédie. Holmes croisa les doigts devant son menton, et je reconnus ce geste comme le signe avant-coureur d'une intense activité mentale. Vous avez donc un coffre-fort récemment installé dans une grange isolée, des documents signés dans ce théâtre de fortune, des biens transférés, un pseudo-mariage et un faux cambriolage. Tout cela pour satisfaire l'appétit d'un vieil officier atteint de ce que j'appellerais la manie du commandement. Les données sont fort suggestives. Il se tourna vers le capitaine Mallory, dont la moustache tremblait presque imperceptiblement. Capitaine, il est inutile de conserver plus longtemps les restes d'un silence que vous avez déjà brisé en venant ici. Dites-moi franchement ce que le colonel vous a proposé et ce que vous avez accepté. Il m'a dit que mademoiselle avait besoin d'un nom et d'un bras pour la protéger, que je n'aurais qu'à jouer le rôle d'un fiancé convenable, que les détails juridiques lui appartenaient, et qu'en échange il veillerait à ma situation. Mais je n'ai compris que plus tard que les papiers signés ne faisaient pas de moi un mari véritable, plutôt une sorte de prête-nom pour des transferts de fortune. Lorsque je l'ai pressé de questions sur le caractère régulier de la cérémonie, il a ri et m'a traité d'enfant, en disant que les formes n'avaient d'importance que pour ceux qui n'avaient pas le sens du commandement, puis il a ajouté qu'un engagement pouvait se rompre, alors qu'un patrimoine bien tenu restait sous le contrôle de ceux qui en avaient la force. Vous avez servi longtemps sous les ordres de ce colonel, capitaine, et il a su trouver en vous ce que j'appellerais un réflexe d'obéissance. Mais je vous avertis que la loyauté mal placée devient complicité, et que la meilleure façon de vous racheter est désormais de me fournir tous les détails dont je puis avoir besoin. Je vous les donnerai, monsieur, je le jure, car je ne veux pas finir comme un instrument jeté après usage, et je sens bien que le colonel n'hésiterait pas à me sacrifier si cela pouvait consolider sa position. Après ces aveux, il était clair pour moi que nous étions en présence d'une fraude savamment orchestrée, où la psychologie d'un officier autoritaire se combinait aux zones d'ombre du droit matrimonial. Mademoiselle Fairbairn, capitaine Mallory, madame, il me semble que la première condition pour vous venir en aide est de voir de mes propres yeux la scène de ce simulacre, à savoir votre grange, votre coffre et votre colonel. Êtes-vous prêt à nous y conduire aussitôt que possible? Si vous acceptez de venir, monsieur Holmes, je me sentirai déjà moins prisonnière, et je suis prête à repartir aujourd'hui même pour le Kent. La maison ne sera plus la même si quelqu'un comme vous y met le pied, monsieur, et je crois que même le colonel, avec tout son orgueil, ne pourra pas vous ignorer. Holmes se leva et marcha 2 fois le long de la pièce, ce qui était chez lui l'équivalent d'une longue délibération pour un autre homme. Watson, il me semble que nous avons ici un cas où l'abus d'autorité, l'orgueil militaire et la subtilité juridique se sont donné la main, et je serais fort ingrat envers la Providence si je refusais un tel sujet d'étude. Je répondis que j'étais tout disposé à quitter Londres pour le Kent, d'autant que mes obligations professionnelles m'y autorisaient en cette saison où les consultations se faisaient plus rares. Dans ce cas, mademoiselle, retournez à votre hôtel pour préparer le départ. Nous prendrons le train de l'après-midi pour le Kent, et je vous promets que le colonel Brackenridge trouvera à Brackenridge Grange un adversaire qui n'est pas inscrit dans ses manuels de tactique. Votre présence à la grange sera pour moi comme l'ouverture d'une fenêtre dans une chambre étouffante, monsieur Holmes, et je vous en suis déjà plus reconnaissante que je puis le dire avec des mots. Après le départ de nos visiteurs, Holmes resta quelque temps silencieux, puis il se tourna vers la fenêtre où la brume se faisait plus épaisse encore. Vous avez remarqué, Watson, la manière dont cette jeune femme prononce le nom de sa propriété, comme si Brackenridge Grange était moi un lieu qu'un poids qu'on aurait suspendu à son cou. Je répondis que ce nom m'évoquait plutôt une vieille demeure respectable, loin des intrigues de la ville. Il est rare que les vieilles demeures respectables n'abritent pas au moins un secret, et j'ai le pressentiment que dans celle-ci, le secret a la forme d'un coffre-fort entouré de cordes et de poutres, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas l'aménagement habituel d'un simple dépôt de grains. Nous passâmes les heures suivantes à préparer notre voyage, et je notai que Holmes, tout en fumant plus que de coutume, consultait à plusieurs reprises un recueil de lois civiles qu'il gardait dans sa chambre, ce qui indiquait clairement la direction de sa pensée. Le trajet en train jusqu'au Kent eut quelque chose de mélancolique, car le paysage englouti dans le brouillard se déroulait comme un rêve en demi-teinte derrière la vitre humide, tandis que mademoiselle Fairbairn restait presque muette, absorbée dans ses propres réflexions. Remarquez, Watson, la manière dont cette jeune dame garde la tête droite malgré tout. Cela trahit un caractère qui n'est pas fait pour être éternellement commandé, ce qui explique sans doute la férocité avec laquelle son tuteur s'efforce de maintenir son ascendant.
Je fis observer qu'il nous était encore inconnu, ce colonel, et que nous ne devions pas le juger avant de l'avoir vu. Je n'ai pas la prétention de juger un homme avant de l'avoir observé, mais je puis juger la structure d'un plan avant d'en connaître tous les rouages, et celui que nous avons entre les mains porte la marque d'un esprit discipliné jusqu'à l'obsession. Lorsque nous descendîmes à la petite gare la plus proche de Brackenridge-Grange, le soir commençait à tomber, et un fiacre attelé d'un cheval robuste nous attendait, envoyé par la propriété. Le colonel a été prévenu de notre retour, mais pas de votre venue, monsieur Holm. J'ai seulement écrit qu'un ami du docteur nous accompagnait, car je ne voulais pas susciter sa colère avant que vous n'ayez posé le pied sur le domaine. Le chemin qui menait à la maison traversait des champs humides et quelques bosquets dépouillés, et bientôt nous aperçûmes la silhouette massive de Brackenridge-Grange, avec ses toits sombres et ses cheminées qui fumaient dans l'air froid. À quelque distance de la maison principale se dressait une grande grange de briques, au toit de tuiles dont la porte de bois se découpait comme un rectangle noir sur la masse rougeâtre. C'est vers le perron principal que fut dirigé le fiacre, et nous fûmes introduits dans un vaste hall où flottait une odeur de cuir, de tabac et d'encaustique. Ainsi, ma pupille s'est avisée de revenir plus tôt que prévu, et elle m'amène de surcroît le docteur Watson, dont le nom ne m'est pas inconnu. Je suppose que c'est là monsieur Holm, dont certains journaux se plaisent à exagérer les talents. Le colonel Brackenridge était un homme d'une 60aine d'années, large d'épaules, à la moustache blanche et à l'œil d'un bleu froid, dont la voix portait encore comme sur un champ de manœuvre. Vous supposez avec justesse, colonel, et je suis charmé de voir que mes modestes efforts ont rencontré jusqu'ici un écho suffisant pour parvenir jusqu'à Brackenridge-Grange. Je n'apprécie dire que l'on vienne fourrer un nez urbain dans mes affaires domestiques, monsieur Holm, mais je ne suis pas homme à refuser l'hospitalité à qui se présente sous le toit que je dirige. Vous serez traité comme un invité tant que vous vous comporterez comme tel. Je sentis que chaque mot du colonel portait en lui une menace voilée, et je ne fus pas surpris de voir Holm incliner légèrement la tête avec ce sourire froid qu'il réservait aux natures autoritaires. La discipline et l'hospitalité ne sont pas incompatibles, colonel, et je vous promets de respecter vos règles, pourvu qu'elles ne contreviennent pas aux lois plus anciennes de la justice et de la raison. Vous trouverez que les lois de cette maison sont en parfait accord avec celles du royaume, monsieur, car je n'ai jamais confondu la licence avec la liberté, et je n'ai pas l'intention de commencer aujourd'hui. La première soirée se passa sous le signe d'une politesse raide, le colonel parlant surtout de campagnes passées, de régiments dispersés et de la décadence des jeunes générations, ce qui ne laissait que peu de place aux préoccupations plus domestiques de sa pupille. Ce ne fut qu'après le dîner, lorsque nous nous trouvâmes seuls avec Holm dans la chambre qui nous avait été attribuée, que mon ami exprima librement son impression. Vous avez vu, Watson, comment cet homme traverse ses propres pièces. Il marche comme s'il passait en revue des troupes, et chaque chaise semble être à ses yeux un soldat qui devrait se mettre au garde-à-vous. Je répondis que mon expérience des militaires m'avait appris que certains restaient généraux jusqu'à leur dernier souffle, même au sein de leur propre foyer. Je ne reprocherai pas à un homme d'avoir conservé le port de son ancienne fonction, mais je reprocherai volontiers à celui-ci d'avoir transféré au domaine privé une conception du commandement qui ne supporte pas la contradiction, surtout lorsqu'elle s'exerce sur une jeune femme sans défense. Le lendemain matin, après un petit déjeuner pris dans une atmosphère de tension muette, Holm me demanda d'un ton neutre à voir les bâtiments de la ferme et particulièrement la grande grange. Vous êtes curieux des détails de la vie rurale, monsieur Holm, voilà qui cède mal à un esprit supposé s'élever au-dessus des contingences, mais je ne vois pas d'objection à ce que vous regardiez de vos propres yeux ce que je tiens à l'abri des voleurs. Nous traversâmes la cour humide, suivis de loin par le régisseur qui se tenait à une distance respectueuse du colonel, comme un sous-officier vis-à-vis de son supérieur. La grange, vue de près, imposait davantage encore avec ses murs épais, ses poutres sombres et ses lourdes portes renforcées de ferrures. Lorsqu'on ouvrit ces portes, une odeur de poussière, de paille et de fer nous saisit, et la lumière grise entra en oblique, dessinant un cône pâle au centre duquel se trouvait un objet peu commun dans un tel lieu. C'était un coffre-fort cylindrique de grande taille, ancré dans le sol par des boulons, sa surface d'acier terni portant quelques traces de coups récents, comme des cicatrices. Voilà donc votre tambour de sécurité. Colonel, je dois reconnaître que c'est là un usage singulier pour une grange, où l'on s'attendrait plutôt à voir des outils, des sacs et des chariots. Les voleurs ne s'attendent pas davantage que vous à trouver des valeurs dans une grange. Monsieur Holm, c'est précisément pour cela qu'elle constitue une cache excellente, surtout lorsqu'elle est surveillée par des yeux qui ne dorment guère. Holm ne répondit pas,
Mais je le vis examiner le sol de terre battue, les poutres au-dessus du coffre et les cordes qui y pendaient encore, certaines anciennes et effilochées, d'autres plus neuves et plus tendues. Il se pencha pour effleurer du doigt la poussière autour du coffre, puis il scruta les marques de pas qui se croisaient dans la pénombre. Je vois que ce coffre a été déplacé ou du moins pivoté sur lui-même à plusieurs reprises. Colonel, la poussière forme un cercle plus clair autour de sa base, ce qui n'est guère compatible avec l'idée d'un objet strictement immobile. Il a fallu l'ajuster au sol et vérifier le mécanisme, monsieur, et j'ai fait venir un serrurier de la ville pour cela. Vous ne voudriez tout de même pas que je laisse un tel poids mal fixé. Holmes leva le regard vers le plafond, où des crochets métalliques, fixés aux poutres, portaient encore les restes de cordes usées, et je sus qu'il engrangeait ce détail sans le commenter. De retour à la maison, il se montra d'humeur plus silencieuse que jamais, et je sus qu'il fallait le laisser à ses déductions jusqu'au moment où un nouveau fait viendrait les éprouver. Ce fait se produisit plus tôt que nous ne l'attendions, car, au milieu de la nuit suivante, un tumulte dans le couloir nous arracha au sommeil. Debout, tous, la grange, on attaque la grange, des scélérats s'en prennent au coffre, et je jure que je leur ferai passer le goût de vivre sur le champ. Nous nous précipitâmes hors de nos chambres, Holmes déjà vêtu d'un manteau léger, sa lanterne à la main, tandis que le colonel, en robe de chambre, brandissait une canne lourde comme une arme. Dans la cour, le vent mugissait, et la nuit était si noire que seule la lueur vacillante de quelques lanternes portées par les domestiques rompait les ténèbres. Nous atteignîmes la grange, dont la porte se trouvait entr'ouverte, et à l'intérieur, la lueur des lampes révéla le coffre-fort, à présent marqué de longues estafilades métalliques, comme si on l'avait attaqué avec un outil contondant. Vous voyez, monsieur Holmes, voilà le genre de visite que nous recevons, et vous comprenez à présent pourquoi j'ai pris tant de précautions pour protéger ce qui doit l'être. Holmes s'approcha lentement du coffre, examina les marques, puis se tourna vers le sol, où des éclats d'acier et de peinture se mêlaient à la poussière. Remarquez, Wotton, comment les traces de ces coups se concentrent sur une zone très précise, et comment il n'y a presque pas de pas près des murs, comme si l'assaillant avait pris soin de travailler en un point sans bouger autour. Je jure que je n'ai rien entendu avant les cris du colonel, monsieur. J'étais dans ma chambre et je ne suis venu qu'après, comme tout le monde. Vous étiez de garde sur cette aile, capitaine, et si un homme est entré, c'est que vous aviez l'esprit bien ailleurs, ce qui est fort regrettable pour un officier. Il se pourrait aussi, colonel, qu'aucun homme n'ait eu à entrer, si celui qui a donné l'alerte possédait déjà la clé, car j'observe que la serrure ne porte pas de traces de forçage correspondant à la violence apparente des coups sur la paroi. Vous insinuez que j'aurais pu jouer moi-même la comédie d'un cambriolage. Monsieur Holmes, voilà un propos que je n'accepte pas dans mes murs, soyez en averti. Je n'insinue rien, colonel, je constate, et je demande en outre que l'on me permette de rester ici cette nuit avec Wotton, afin d'examiner la scène à loisir, car tout hâte serait l'allié du désordre. Le colonel sembla hésiter un instant, puis il se redressa de toute sa hauteur. Restez donc dans la grange si tel est votre désir, monsieur. Vous y trouverez plus de poussière que de vérité, mais je ne crains pas votre lanterne. On nous laissa des couvertures grossières et une lanterne de rechange, et bientôt le bruit des pas s'éloigna, nous laissant seuls dans cette vaste nef d'ombre avec le coffre comme un hôtel de fer au centre. Holmes commença par parcourir la grange en long et en large, notant chaque planche disjointe, chaque trace de botte, chaque clou dépassant du sol avec une minutie qui rappelait celle d'un topographe. Voyez, Watson, comme les coups sur le coffre sont portés de haut en bas, comme si l'homme qui les a scellés se tenait presque immobile, ce qui n'est pas la manière naturelle d'un voleur qui travaille dans la crainte d'être surpris, il se serait déplacé, aurait cherché un meilleur angle, aurait laissé une confusion de pas. J'observai à mon tour les empreintes, et il me sembla en effet que certaines, plus profondes et plus espacées, correspondaient plutôt au poids et à la démarche du colonel qu'à celle d'un autre homme. Ajoutez à cela que la poussière près de la porte est presque intacte. On ne voit aucun signe d'une entrée précipitée ou d'une lutte, ce qui renforce l'idée d'une mise en scène soigneusement contrôlée. Une fois cette conclusion établie, du moins dans son esprit, Holmes s'intéressa aux poutres, aux crochets et aux cordes, et je le surpris à mesurer du regard la distance entre le centre du coffre et certains de ses points d'accroche. J'imagine fort bien le colonel dans cette grange, Watson, debout près de ce coffre, dirigeant une cérémonie comme il dirigerait une revue, marchant autour de ce cylindre d'acier, faisant pivoter ses figurants comme on ferait tourner un bataillon autour d'un drapeau.
Nous passâmes le reste de la nuit à observer et à discuter à voix basse, si bien que les premières lueurs du jour nous trouvèrent encore en contemplation devant l'énigme de ce coffre qui, à défaut d'avoir été réellement attaqué, portait la marque d'une attaque simulée. Au matin, Holmes demanda à voir mademoiselle Fairbairn et le capitaine Malloy en privé, ce que le colonel, qui ne pouvait guère décemment le refuser, accepta avec une mauvaise grâce visible. Nous nous retrouvâmes dans un petit salon donnant sur le jardin, où la lumière grise rendait plus pâle encore le visage de la jeune héritière. Mademoiselle, capitaine, il est temps de mettre de côté les dernières réticences qui pourraient subsister, car je suis en mesure de reconstituer la structure générale du plan du colonel, mais il me manque encore certains détails qu'une simple franchise suffira à combler. Je ne vous cacherai rien, monsieur Holmes, car je sens bien que tout retard pourrait nous être fatal. Dites-moi ce que vous avez compris, et je vous dirai ce que j'ai vu. J'ai compris que le colonel a conçu un mariage qui n'en est pas un, une union fantôme où vous seriez liés par des signatures sans être protégés par les droits d'une épouse, tandis que votre fortune serait comme une garnison transférée sous son commandement exclusif. C'est exactement cela. Monsieur, les actes que nous avons signés parlent de gestion commune, mais une clause que je n'avais pas remarquée permet au colonel, en cas de rupture de l'engagement, de conserver un pouvoir étendu sur les biens, sous prétexte de protection de mademoiselle. Il fallait donc un lieu où il pourrait mener cette manœuvre sans regard extérieur, un lieu qui lui appartienne entièrement. C'est la grange, qu'il a transformée en une sorte de quartier général, où le coffre-fort tient la place d'un tambour autour duquel il dispose ses pions. Il y tenait des listes, des tableaux avec des initiales et des chiffres, comme si chaque papier avait un numéro. Je me souviens de les avoir vus à la craie sur un panneau près de la porte. Voilà un détail précieux, mademoiselle, car il est probable que ce tableau contient la clé de l'ordre dans lequel les documents ont été présentés et signés, et je ne doute pas que le colonel, dans son orgueil, ait laissé cette carte de bataille à la vue de tous, persuadé que personne n'y verrait qu'un simple planning de ferme. Il avait aussi prévu, monsieur, de mettre fin à notre engagement. Je l'ai entendu dire qu'une jeune femme marquée par un scandale serait plus docile, surtout si sa situation financière la rendait entièrement dépendante de lui. Et le faux cambriolage de cette nuit devait servir à effacer certaines traces, à justifier des modifications dans les papiers, et peut-être à vous désigner, capitaine, comme coupable, ce qui l'aurait débarrassé d'un complice de haine gênant. Je ne peux que m'incliner devant votre lucidité, monsieur, et je suis prêt à témoigner sur tout ce que je sais, même si cela doit me coûter ma carrière. Votre carrière est déjà compromise, capitaine, mais votre honneur peut encore être sauvé si vous choisissez la vérité. Quant à vous, mademoiselle, je vous promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cette grange cesse d'être une prison. Après cet entretien, Holmes demanda de quoi rédiger et envoyer un télégramme urgent à Londres. Il s'adressa à moi d'un ton où perçait cette animation particulière qui annonçait l'approche du dénouement. Wotton, nous ne pouvons laisser cette affaire se dénouer dans le seul cercle de la maison. Il nous faut l'autorité d'un représentant officiel. Je vais donc prier l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard de nous rejoindre ici, ainsi qu'un homme de loi capable de démêler ses actes. Je fus chargé de porter moi-même le message au bureau de poste du village, ce qui me donna l'occasion de respirer l'air humide des chemins et de réfléchir à la situation étrange où nous nous trouvions. Le lendemain après-midi, une voiture venue de la gare ramena de nouveaux personnages que j'accueillis dans le hall de la maison. Eh bien, docteur, il paraît que votre ami a encore trouvé le moyen de me faire sortir de Londres pour courir après des documents poussiéreux. J'espère que ceux-ci vaudront la peine de salir mon par-dessus. L'inspecteur Lestrade, petit, maigre, au visage anguleux, portait son éternelle expression à la fois méfiante et respectueuse lorsqu'il prononçait le nom de Holmes. Je suis maître Hawkins, avocat, et l'on m'a prié de venir examiner certains actes dont la régularité serait mise en doute. J'avoue être curieux de voir comment les choses se présentent dans ce coin de campagne. Je conduisis nos nouveaux arrivants au salon, où Holmes les attendait, debout près de la fenêtre, les mains derrière le dos. Vous arrivez à point nommé, Lestrade, maître Hawkins, car le colonel Brackenridge a monté ici une forteresse juridique si bien close qu'elle pourrait décourager un esprit moins obstiné que le mien. J'aurai besoin de vos compétences respectives pour achever le siège. Si vous me dites où vous voulez que je poste mes hommes, monsieur Holmes, je les y mettrai, car je suppose qu'il y a un moment où les papiers doivent conduire à des bracelets, même à la campagne. Quant à moi, je ne demande qu'à voir les actes en question, car la description que vous m'en avez faite dans votre dépêche évoque des combinaisons qui flirtent dangereusement avec la fraude.
Holmes fit alors appeler le colonel, mademoiselle Fairburn et le capitaine Mallory, en demandant expressément que la réunion se tienne dans la grange, devant le coffre, ce qui suscita chez le colonel un mouvement d'impatience manifeste. Il me semble que cette manie de vouloir tout déplacer dans ma grange prend des proportions ridicules, monsieur Holmes, mais puisque vous voulez jouer au stratège, jouons, je n'ai rien à cacher. Nous nous retrouvâmes donc une fois encore dans ce vaste bâtiment, mais cette fois, la scène était différente, car la place autour du coffre était occupée par des personnages dont le regard était moins docile que celui des domestiques habituels. Holmes demanda que le coffre soit ouvert, ce que le colonel fit avec une lenteur affectée, sortant de sa poche la clé qui pendait à sa chaîne de montre. Le bruit sec de la serrure qui s'ouvrait résonna sous les poutres, et bientôt une série de dossiers, de boîtes et de liasses apparut dans la lumière des lanternes. Je vous prie de déposer ces documents sur cette table, colonel, dans l'ordre où vous les tirez, car l'ordre en matière de papier est souvent aussi éloquent que le contenu. Tandis que le colonel obtempérait, non sans montrer un visage de plus en plus fermé, Holmes se dirigea vers le tableau que mademoiselle Fairburn avait mentionné, où des colonnes de lettres et de chiffres se dessinaient encore, quoique certaines aient été grossièrement effacées. Voyez, Lestrade, voyez, maître Hawkins, cette liste, elle ne concerne ni le nombre de sacs de grains ni la rotation des chevaux, mais les initiales de documents et leur position dans le coffre. Chaque ligne est une variation de la même manœuvre, et mademoiselle Fairburn n'est pas la première à y avoir été prise. Si ce que vous avancez est exact, monsieur Holmes, ce tableau constitue presque une confession écrite de l'organisation de ces transferts, et il nous suffira de le comparer aux actes pour démontrer l'intention frauduleuse. En d'autres termes, nous avons là un plan de bataille soigneusement griffonné à la craie, ce qui est une habitude très pratique pour les policiers, car les criminels oublient trop souvent d'y mettre un chiffon. Holmes prit alors un premier document et le tendit à maître Hawkins en indiquant la ligne correspondante sur le tableau de la grange. Voici l'acte par lequel mademoiselle Fairburn transfère la gestion de ses valeurs mobilières à un fonds commun, dont le colonel est désigné comme protecteur et administrateur unique en cas de rupture de l'engagement avec le capitaine Mallory. Cette clause n'a jamais été expliquée à la jeune femme, pas plus qu'à son fiancé nominal. Je confirme, après une lecture rapide, que la formulation est très sournoise. Elle donne l'apparence d'un partage, mais elle consolide en réalité le pouvoir du tuteur en contournant l'esprit des lois de protection des mineurs et des jeunes héritières. Ajoutez à cela cette autre liasse, relative à une affaire plus ancienne dans le Shropshire où nous retrouvons le même schéma. Une jeune héritière, un fiancé officieux, un transfert de biens, un scandale étouffé, et vous aurez la preuve que nous ne sommes pas en présence d'une maladresse mais d'un système. Vous tordez les faits à votre guise, monsieur Holmes. Ces actes ont été rédigés par des hommes de loi compétents. Et s'il y a eu malentendu, c'est que les jeunes gens d'Odge Dewey ne lisent pas ce qu'ils signent. Ils ne lisent pas toujours, colonel, mais vous lisez, et vous saviez parfaitement ce que vous faisiez lorsque vous avez fait venir un pseudo-clerc de notaire dans cette grange pour épaissir le mystère et pour déguiser une opération de spoliation en cérémonie quasi matrimoniale. Il n'était même pas clair, monsieur. C'était un ancien sergent à la retraite, que le colonel présentait comme un homme de loi, mais qui obéissait à ses ordres comme autrefois, et je m'en veux de ne pas l'avoir compris plus tôt. Voilà qui devient intéressant, car nous avons donc un faux officier de justice, un abus de signature et un montage pour dépouiller une jeune femme. J'ai déjà vu des hommes mis en cellule pour bien moins que cela. Vous oubliez que tout ce qui a été fait l'a été dans l'intérêt de mademoiselle, afin de la protéger contre des intrigants et des parents éloignés qui auraient pu la ruiner. Je n'ai été que le gardien ferme d'un patrimoine fragile. Vous avez été surtout le gardien de votre propre amour du commandement, colonel, et vous ne supportiez pas l'idée que cette jeune femme puisse un jour disposer de sa maison et de ses terres sans votre contrôle. Vous avez donc imaginé un mariage de théâtre qui ne lui donnerait pas de droit mais vous conserverez le pouvoir. Vous parlez comme si vous lisiez dans son cœur mieux qu'il ne le fait lui-même, monsieur Holmes, car il m'a souvent dit que certains êtres étaient faits pour obéir, et qu'il était plus sûr, pour moi, de ne jamais être tout à fait indépendante. Du point de vue du droit, colonel, je dois vous avertir que la combinaison de ces clauses, de cette mise en scène et de ce faux cambriolage suffit à établir l'intention de vous rendre maître d'un patrimoine qui ne vous appartient pas, par des moyens contraires à l'équité. Et du point de vue de la police, je vous informe que vous allez devoir nous suivre à Londres, où un magistrat tranchera sur la question de savoir si vos talents de stratège trouvent leur place au dehors ou derrière une autre forme de grille.
Vous osez parler de m'enfermer alors que j'ai servi ce pays toute ma vie, et que je n'ai cherché qu'à empêcher une jeune écervelée de dilapider ce que son père a construit. Vous êtes des ingrats qui confondent la discipline avec la tyrannie. La discipline cesse d'être une vertu lorsqu'elle ne sert que l'orgueil de celui qui commande, colonel, et dans votre cas, elle est devenue une passion dévorante, au point que vous avez transformé cette grange en salle de conseil de guerre pour mener bataille contre votre propre pupille. Le visage du colonel se crispa, ses yeux se remplirent d'une lueur dure, et je crus un instant qu'il allait se jeter sur Holm, mais la main ferme de Lestrade se posa sur son bras. Je ne vous conseille pas de tenter une charge, colonel, car nous ne sommes pas sur un champ de manœuvre, et même un général doit obéir quand la loi lui en donne l'ordre. Je suis prêt à témoigner sur tout ce qui s'est passé dans cette grange, monsieur l'inspecteur, car je ne veux plus être l'instrument de cette folie. J'ai trop longtemps accepté d'obéir sans réfléchir. Votre témoignage aura son poids, capitaine, et je vous suggère de le donner sans la moindre omission, car la franchise tardive vaut mieux que le silence persistant. La suite de cette confrontation appartint moins au domaine de l'observation qu'à celui des procédures, et je n'en relaterai ici que les lignes essentielles. Le colonel Brackenridge fut conduit à Londres pour y être interrogé, tandis que maître Hawkins entreprenait de faire annuler les actes signés par mademoiselle Fairbairn, en démontrant qu'ils avaient été obtenus sous une influence abusive et par une présentation trompeuse de leur nature. Le rôle que joua le coffre de la grange dans cette affaire mériterait presque à lui seul un chapitre, car il symbolisait à la fois la force apparente de la position du colonel et la fragilité réelle de sa construction dès lors que la lumière y pénétrait. Lorsque, quelques semaines plus tard, Holm et moi retournâmes brièvement à Brackenridge Grange à l'invitation d'Alice, la grange nous apparut transformée. Le coffre-fort avait été retiré, laissant au sol un cercle plus clair, comme l'empreinte d'une lourde pièce d'artillerie déplacée après une campagne, et les cordes neuves avaient disparu des poutres. Je n'arrive pas encore à croire que je sois vraiment libre de marcher ici sans craindre que chaque planche du sol ne soit le théâtre d'une manœuvre contre moi, monsieur Holm. Et je vous dois cela plus qu'à quiconque. Vous devez cela d'abord à votre propre courage, mademoiselle, car il fallait beaucoup de force pour braver l'autorité d'un homme tel que votre tuteur et pour venir frapper à la porte de Baker Street. Je n'ai été qu'un intermédiaire entre votre détermination et la vérité. Nous fîmes quelques pas dans la grange vidée, et je sentis qu'elle avait perdu ce caractère oppressant qui pesait sur moi lors de notre première visite, comme si l'air y circulait plus librement. Je songe parfois à faire de cette grange une salle de réunion pour les gens de la ferme, ou un lieu de fête, afin que les rires y chassent à jamais le souvenir des ordres aboyés et des signatures forcées. C'est là une excellente idée, mademoiselle, car rien ne dissipe mieux le souvenir des abus de pouvoir que l'usage libre et simple des lieux qui en furent le théâtre, et je vous souhaite de la mener à bien. Lorsque nous quittâmes Brackenridge Grange ce jour-là, je me retournai une dernière fois vers la silhouette de la grange, et il me sembla que le bâtiment, débarrassé de son coffre, ressemblait moins à une forteresse qu'à une simple annexe rurale, ce qui était déjà une victoire. Il ne me reste qu'à dire quelques mots à vous qui écoutez ma voix aujourd'hui, car si j'ai tiré cette affaire de l'ombre de mes carnets, c'est aussi parce que votre patience et votre fidélité de lecteur et d'auditeur me donnent le courage de rouvrir ces pages anciennes. Je vous remercie de tout cœur d'avoir suivi jusqu'au bout ce récit de l'affaire du coffre de Brackenridge Grange et de partager avec nous ces heures passées à revivre les exploits de mon incomparable ami. Si cette histoire vous a plu, je vous invite à le montrer en laissant un signe d'appréciation, en vous abonnant à cette série d'affaires inédites de Sherlock Holmes et en laissant, si vous le souhaitez, un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Si vous désirez soutenir davantage cette aventure, vous pouvez le faire en suivant le code figurant dans le coin de l'écran ou le lien indiqué dans le texte qui accompagne cette lecture, car toute contribution, même modeste, nous aide à faire vivre ces enquêtes. Dans ce même texte, vous trouverez aussi des liens vers d'autres récits appartenant à des séries très différentes, que je vous laisserai découvrir par vous-même si la curiosité vous y pousse. Je vous dis au revoir pour aujourd'hui, en espérant avoir le plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle affaire inédite de Sherlock Holmes, où l'observation et la raison triompheront une fois encore de l'obscurité.